François Hollande, qui est un très mauvais président de la République, est un fin politique. Dans la mesure où il dispose de 21 régions sur 22, il a confié la gestion des fonds européens aujourd'hui exclusivement aux régions, hormis le Fonds social européen, et donc le caractère objectif de la redistribution de ces fonds, qui était co-géré entre le SGAR, l'émanation de l'État, et la région, a disparu. Donc aujourd'hui, notre crainte, c'est que si on prend la région Languedoc-Roussillon, sur laquelle nous nous trouvons, nous avons d'abord fait inscrire la région Languedoc-Roussillon dans les régions intermédiaires. Capital. Et les fonds FEDER et les fonds européens, les fonds structurels, sont passés de 970 millions d'euros à 1,3 milliard sur la période 2014-2020, ce qui est énorme. Et quand j'entends M. Bourquin dire « j'ai obtenu », il n'a rien obtenu. Ce n'est pas le président de la région qui obtient quoi que ce soit. C'est les parlementaires dans la construction budgétaire qui ont obtenu l'inscription en région intermédiaire et ce 1,3 milliard. Mais ce qui est quand même plus grave, c'est que dans les premières déclarations de M. Bourquin, c'est qu'il dit bah, « écoutez, je vois par exemple sur des dossiers structurants comme à Nîmes, je vous ai déjà donné 10 millions d'euros, donc ça vous suffit. » Il les a donnés en tant que président de région. Et rien sur les fonds européens. Et il dit j'ai 1,3 milliard dans la poche, et en gros il va les distribuer à qui il veut. Et donc je ne voudrais pas que ces fonds européens deviennent des fonds politiques. Donc j'ai demandé un nouveau mode de gouvernance pour que les présidents de conseils généraux, les maires des grandes villes, les présidents d'agglo soient associés. Parce que ces fonds doivent être véritablement des fonds de croissance. On le voit, nos PME qu'on a visitées avec Michel ont besoin de ces fonds. Et donc si la structure territoriale évolue, votre demande sera suivie, quel que soit l'interlocuteur? Je le souhaite. Je le souhaite. Il serait quand même dommageable, parce qu'on critique beaucoup l'Europe. Effectivement, on dit toujours dans cette campagne que nous sommes profondément européens parce qu'à l'UMP, l'Europe fait partie de notre ADN et qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. La problématique, c'est que quand il y a des choses qui fonctionnent bien, et quand l'Europe fait des choses bien, il y en a. Il y a peu de gens pour valoriser ces actions. Quand vous avez une inauguration sur un équipement structurant, parfois l'Europe est le premier financeur. Mais qui parle de l'Europe? Vous avez le maire, vous avez le président du conseil général, de la région, le préfet. Personne ne parle de l'Europe. Or, aujourd'hui, on voit très bien quand même que l'Europe est présente du matin au soir dans la vie quotidienne des Français. On prenait des exemples l'autre jour, vous savez, le chargeur universel, la fin du roaming pour le portable, la carte bancaire, l'ouverture aux compagnies aériennes. L'Europe a quand même eu des effets positifs. Alors, effectivement, tout ne va pas bien, il y a des dysfonctionnements, la protection des personnes, la protection de nos PME qui n'est pas suffisamment importante dans le cadre de la mondialisation. On en a parlé souvent avec Michel sur l'aspect de la réciprocité. C'est peut-être aussi difficile de travailler avec des partenaires qui s'impliquent ou pas à même échelle. Je pense à la Grande-Bretagne par exemple. Oui, mais la Grande-Bretagne a une vision un peu spécifique. Pour eux, c'est l'Europe du supermarché. C'est-à-dire qu'ils prennent ce qui les intéresse et ils laissent de l'autre côté ce qui ne les intéresse pas. Ça, à mon avis, c'est pas une bonne position. Ou peut-être un manque de lisibilité pour l'Europe dans notre pays. Non, mais ça concerne essentiellement la Grande-Bretagne et pas les autres pays européens. Après, Monsieur le Président. Aujourd'hui, la problématique de lisibilité, c'est que, et je retourne un petit peu la problématique de communication vis-à-vis de l'Europe. Les médias parlent peu de l'Europe, tout compte fait. On ne parle que des crises, crise de l'euro, crise de la Grèce ou autre. Mais tout compte fait, quand on regarde la part sur l'information européenne, quel que soit le support, qu'il soit audiovisuel, radiophonique ou dans la PQR, on voit très bien qu'on parle très peu d'Europe. Et donc, il est difficile, et d'ailleurs, quand vous êtes, Pierre, quand il est à l'Assemblée nationale, un parlementaire dans une assemblée, il a, allez, grosso modo, ça dépend des circonscriptions, mais une moyenne de 100 000 habitants. Et un parlementaire, on est 10 parlementaires, toutes couleurs politiques confondues, pour 10 millions d'habitants. Alors là, justement, la représentation en France, on n'est pas trop gâté par rapport aux autres non plus. On a une proportion qui est quand même relativement bonne. Alors c'est proportionnel partout, mais la proportion est moins valente chez nous que dans d'autres pays. C'est-à-dire que si on prenait le rapport par rapport au nombre d'habitants, vous avez des petits pays comme Malte ou autres qui n'auraient personne. Donc mais à proportion, je trouve qu'on n'est pas. On a bien d'ailleurs traité la nouvelle répartition avec l'entrée de la Croatie en juillet dernier, et entre l'Allemagne et la France, on est plutôt bien servi. Tu n'as peut-être pas vu quelque chose. Michel, tête de liste ici. Jacques Blanc est au comité des régions de l'Union européenne. On a une candidate lozérienne. Et on a des députés sortants. Pour la Lozère, c'est et il y a une troisième candidate sur leur liste, qui est aussi de la région, et qui elle aussi a fait un travail. Moi je regarde du comité des régions, on travaille avec le Parlement européen, je puis vous dire,
qu'on a la chance d'avoir à tes côtés 2 députés européens sortants qui ont fait la preuve de leur mobilisation. Et en matière quand même de crédit européen, la Lozère, elle a sacrément bénéficié. Sacrément bénéficié. Et quand on regarde le poids de la politique agricole commune, quand on regarde, en plus quand on avait nos programmes européens spéciaux, spéciaux pour la Lozère, vraiment, s'il y a un département, une zone et une politique de montagne, c'est quand même au niveau européen que ça se... Ah mais c'est évident, si on remonte au premier programme européen, et notamment au fameux PDI de 80 ou 81, la Lozère était expérimentale. Terre expérimentale avec l'Irlande, je crois, sur le sujet. Bon, la Lozère a largement profité, bénéficié des crédits européens, et puis au travers des différents plans successifs. Donc ça, c'est incontestable. Et la politique agricole commune, on n'en parle pas. Sans politique agricole commune, l'agriculture dans ce département n'existerait pas. Il disparaît à 80%. Et vraiment par rapport à ceux qui disent qu'il faut sortir de l'euro, moi j'ai négocié quand j'étais secrétaire d'État à l'agriculture. Il n'y avait pas la monnaie, il n'y avait pas l'euro, hein, mais il y avait la monnaie verte. Et on se battait tous les jours parce qu'on avait un franc qui baissait et un marque qui augmentait. Or on fixait les prix européens et il fallait se battre, c'était pour les montants compensatoires monétaires. Je peux vous dire que c'était un combat, c'est de la folie pure, mais pure, de penser qu'on pouvait sortir aujourd'hui de l'euro sans casse. Et c'est une casse qui serait meurtrière pour nous tous.